Donc, bonjour Mario et Fred, je suis vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui parce que bon, je vous ai côtoyé en tant que collègue et aujourd'hui vous êtes des amis, donc c'est un plaisir de vous recevoir. On va bien sûr discuter de votre quotidien de cheminot pendant le confinement et de comment ça s'est organisé et surtout de parler du jour d'après, voir quelle place va jouer le service public ferroviaire dans cette construction-là. Moi, ma première question, elle est simple, c'est ça a été quoi votre quotidien de cheminot confiné? Est-ce que vous avez travaillé? C'était quoi vos tâches quotidiennes? Comment vous avez fonctionné pendant ces périodes particulières de confinement? Salut Thomas, plaisir de te voir aussi. Ça fait un petit moment, donc c'est sympa d'avoir des nouvelles, quoi. Et après notre quotidien, bon, on a été confinés quand même un petit peu, comme beaucoup de personnes. Pas beaucoup, puisque bon, on a été content de réapprendre qu'on faisait partie d'un service public et qu'on était indispensable au bon fonctionnement de la nation. Ça nous a bien fait rire. Et après, le quotidien, c'est assez compliqué parce qu'on est quand même passé par plusieurs étapes. Je parle psychologiquement parlant, puisqu'on est quand même passé du l'inconnu. Donc en fait, on ne savait pas trop où on allait. On nous a dit qu'il fallait être confiné. Premier jour de confinement, on arrive au boulot. On n'avait jamais été autant au boulot alors qu'on avait dit pas plus de 5 personnes. Enfin voilà. Puis les décisions de la hiérarchie qui ont été longues à arriver, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est passé par plusieurs étapes, quoi. L'incompréhension, la peur, après on a eu la colère, évidemment, après, tout ce qui s'est passé dans les médias et tout ce qu'on a pu entendre, information, désinformation, mensonges et tout ce que tu veux, quoi. Et après, la reprise du boulot, écoute, ça s'est fait, euh, ça s'est fait gentiment au départ, et puis bon, après, il a fallu rattraper un peu de retard, beaucoup de travaux, ça a été compliqué. On nous a quand même beaucoup sollicité dans des conditions, les gestes barrières. Alors bon, c'est, ça c'est sur le livre, c'est joli de parler de gestes barrières, mais dans la vraie vie, c'est compliqué à mettre en œuvre, même quand on est adulte. Alors j'imagine pas pour les enfants. Après les masques, le sujet c'est le même que pour tout le monde, hein, il n'y en avait pas. Donc tant qu'il n'y en avait pas, c'était pas obligatoire. Et puis bon, maintenant qu'on en a, c'est obligatoire. Mais voilà, ça n'a pas été simple. Donc on a essayé d'imiter les contacts. Donc moi, pour ma part, par exemple, je suis resté avec mon binôme un maximum de temps. Et même quand on nous demandait de faire des choses avec d'autres, moi je disais que non, je voulais travailler avec mon binôme uniquement. Et on a essayé de s'arranger comme ça, mais bon, c'est pas toujours simple parce qu'on travaille quand même à la SNCF, donc une entreprise où tu croises forcément beaucoup de monde. Donc c'était compliqué. Tu Voilà. as évoqué la question effectivement des masques. Comment, Mario, tu peux nous en dire un peu plus sûrement sur... Est-ce qu'au début, vous avez eu justement vraiment toutes les mesures de protection et tout le matériel mis à disposition pour pouvoir travailler dans des conditions de sécurité optimales, puisqu'on sait que dans de nombreux métiers, ça n'a pas été le cas et justement, il y a dû y avoir une bataille pour protéger les salariés. Salut Thomas, merci pour l'invitation, ça fait plaisir, hein. Oui, au niveau des équipements sanitaires, ils ont appelé ça la boîte, hein. Mais déjà, moi, je voudrais revenir que le 15 mars, ils étaient bien contents que la CGT soit à leur côté, à la table ronde qu'ils avaient organisée. Ils l'ont même avancé, elle était prévue le 16 mars. Ils étaient contents de la présence de la CGT en termes de sécurité au travail. Ils savent qu'on est très vigilant sur ça et que ce sujet nous touche, hein. Au début, effectivement, on avait très peu, mais on peut même dire aucune protection. On nous parlait des masques. Il y a même des assistants de sécurité qui nous ont dit que les masques chirurgicaux étaient plus efficaces que les masques FFP2. Tout ça, bon, on sait pourquoi, c'est juste une question de prix, hein. Donc, ils sont partis sur ces masques FFP2. Après, on a eu petit à petit du gel hydroalcoolique. Et là aussi, ça a été de longues batailles. Que les membres de la C2SCT, c'est les anciens DP et CHSCT, ont mené via des téléconférences, hein. Et voilà, à partir d'avril, il y a eu un petit peu de matériel. Il faut savoir que quand même les cheminots, ils ne se sont jamais arrêtés de travailler, que ce soit les cheminots du transport, les conducteurs, les contrôleurs, ils ne sont jamais arrêtés de travailler, que ce soit les cheminots d'équipement, qui eux ont réduit plus ou moins leur activité à un laps de temps très court, hein.
parce qu'ils ont suivi des consignes de la DG2I, c'est l'ingénierie de la SNCF, fait de l'État, quoi. Et voilà, mais il y a le fret qui, pendant ces 2 mois-là, a été le sauveur du pays en termes de transport. Eux non plus, ils se sont jamais arrêtés. Et pourtant, on a vu tout ce qui était conducteur, qu'on appelle mécano dans le jargon, ils ont travaillé quand même dans des conditions très critiques. On a vu des vidéos où leur cabine n'était quasiment pas nettoyée ou très très mal, fait à la va-vite. Et c'est pour ça que les commissions santé sécurité de au travail, à un moment, on tapait du poing sur la table, on dit c'est plus jouable tout ça. Il faut des conditions adéquates, c'est-à-dire des masques, du gel, des sacs poubelles pour jeter les masques, enfin, tout ça. Ça s'est mis en place, petit à petit, ça s'est mis en place. Aujourd'hui, ça allait. Ça dépend des managers aussi et du comportement des agents. Il y a tout comme comportement. Il y a des agents qui nous ont dit que le Covid-19 était moins grave que la grippe. Hein. Donc là, effectivement, c'est très dur de lutter avec ces gens-là. Mais après, il y en a qui le prennent au sérieux. Je vois dans mon service, dès l'annonce de Macron pour le confinement, ça a été stop. Ça a été juste les tâches essentielles jusqu'au 11 mai. Et justement, vous avez évoqué tous les deux que vous aviez repris assez rapidement le travail. Donc, on a entendu beaucoup de choses, notamment bon, la direction de la SNCF, on la connaît. Mais est-ce qu'il y a véritablement eu un chantage en disant que s'il n'y avait pas une reprise, notamment sur la maintenance, les travaux, ça pourrait basculer dans un futur aux entreprises privées? Non, on n'a pas eu de chantage, pas dans ce sens-là. On a plus eu du chantage. C'est en fait, si tu veux, nous on a différentes tâches à effectuer et on a ce qu'on appelle les tâches essentielles, non essentielles, après travaux et bon, effectivement pour nous, par exemple, l'astreinte. Et on n'a pas eu de chantage par rapport au fait que le privé pouvait le faire à notre place. De toute façon, je pense que sincèrement, le privé n'a pas spécialement envie de le faire à notre place. Par contre, le chantage, enfin, ce qu'on a pu entendre, ça a été que donc le président Farandou a dit que les cheminots devaient s'en tenir aux tâches essentielles. Donc en fait, les tâches essentielles pour nous, c'est tout ce qui permet au train de rouler en sécurité. Sauf que on a eu des têtes pensantes chez nous qui ont dit que si on sortait pour faire des tâches essentielles, on pouvait tout à fait sortir pour travailler sur des tâches non essentielles. Et on pouvait aussi sortir pour faire des travaux. Et en fait, on pouvait sortir pour tout. Et sauf que y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place dans notre quotidien qu'on n'avait pas à faire avant. Le lavage des mains, le respect de la distanciation, enfin beaucoup de choses auxquelles il faut penser qu'on n'avait pas avant, mettre en place un tas de choses, quoi. Et c'est pas possible en fait. Et donc pour l'instant, on s'en tient aux tâches essentielles. Mais c'est vrai qu'on a été sollicité pour beaucoup de travaux. Et ça a été compliqué, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça a été très compliqué parce qu'on a été beaucoup sollicité. Et c'est vrai que bon, nous, pour la reprise, ça a été un choc pour plusieurs choses. Déjà parce qu'on nous a quand même demandé de faire beaucoup d'efforts, notamment sur les jours de congé, mais ça, bon, ça c'est un peu comme tout le monde, on y reviendra plus tard. Mais et aussi, on a été très sollicité, on a fait des horaires de dingue, quoi. Moi, j'ai passé allez, on va dire 3 bonnes semaines où franchement on touchait pas terre et tout gérer à deux et en respectant, comme on nous a demandé, les gestes barrières. Bon, tu comprends bien que dans la vie, dans la vraie vie au travail, les gestes barrières, quand tu es en plein truc et tout, c'est très compliqué. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été compliquées. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension et puis bon, les directives. Enfin, on voit que mais c'est à l'image du gouvernement en fait ce qui s'est passé dans la boutique, c'est que on voit clairement que personne ne sait où on est, personne ne sait où on met les pieds et personne ne sait comment ça fonctionne. Et c'est ça qui a été vraiment très compliqué. Après, bon, au niveau du boulot, voilà, nous on est dans nos tâches habituelles, donc bon, on sait faire quoi. Voilà. Vas-y, Bon, je Marius. pourrais. Vas-y. Ouais, voilà. Donc, pour compléter Fred, la boîte, le chantage, on n'est pas dans le même service. Eux, c'est un service qui est très technique et où l'externalisation est moindre quand même. Et en ce qui est pour les services voies, les services caténaires, les services mécaniques, tout ce qui est aiguillage, tout ça,
il y a beaucoup d'externalisation et de plus en plus. Et là, effectivement, la boîte, c'est un avis personnel, mais la boîte a subi la pression du patronat pour rouvrir ses chantiers. Parce qu'ils n'ont pas attendu le 11 mai pour que les chantiers d'externalisation reprennent. Mi-avril, il y avait déjà des chantiers de ballastage, des chantiers de changement de traverse. Et le pire, c'est que la boîte avait mis en place des fiches sanitaires avec des protocoles à respecter, des protocoles à respecter concernant le nettoyage du matériel, la distanciation sociale. Et donc, toutes ces fiches-là, elles ont été écrites, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, apparemment par 7 DET, quelques DPX. Mais il s'est avéré que ces fiches, très rapidement, elles ont été fausses parce qu'on en est, pour certaines, à la 10e version. On a attaqué le travail avec des fiches qui n'existaient pas, qu'on a découvert par la suite. Par exemple, la fiche nettoyage locaux. Tout le monde a repris le 11 mai. La fiche, elle est tombée le 18 mai en disant comment il fallait nettoyer les locaux, avec quels produits. On était dans le flou total. Et la boîte, ça en est bien caché. Donc, comment aujourd'hui elle va réagir si les cheminots ont été contaminés? Ça, c'est une question aussi qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le virus maladie professionnelle. Mais pendant une semaine, ils nous ont laissé dans le flou total. Alors, si jamais quelqu'un a attrapé le virus-là, est-ce que la boîte va le déclarer maladie professionnelle? Ça, c'est une des questions qu'il va falloir qu'ils remontent très rapidement. Après, il y a certains managers aussi qui ont confondu que le port de masque empêchait la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'on pouvait franchir la barrière des 1 mètre, ce qui est totalement faux. C'est juste une protection supplémentaire, le masque. Et on en revient toujours aux équipements sanitaires où lorsqu'on travaille, il y a des engins et là, on s'aperçoit qu'il y a du manque. Autant pour le personnel, ça peut aller, mais lorsqu'il y a des engins, on sait que le virus reste 6 jours sur le fer. Les engins, ils ne sont pas en plastique et on les nettoie très peu. Et ça peut avoir des conséquences. Les managers, eux, si nous, on applique trop ces fiches-là, ils vont nous dire, bon, d'accord, on va tout externaliser. Je pense que ça peut augmenter l'externalisation. Alors non, il faut que les cheminots soient forts, continuent leur lutte en disant, sans protection, on ne travaille pas. Et de toute façon, si les cheminots ne travaillent pas, les entreprises extérieures ne peuvent pas travailler parce que pour le moment, je dis bien pour le moment, hein, c'est nous qu'on a la gérance des chantiers. Ils ne sont pas autonomes à 100%. Donc vous avez évoqué effectivement, comme beaucoup de professions, il y avait beaucoup de colère chez les cheminots avant la crise du coronavirus. Effectivement, en tant que salarié du service public et avec la conviction qui est la vôtre, celle de tous les cheminots, vous avez été au travail pendant cette crise parce que c'était essentiel. Donc aujourd'hui, cette semaine et la semaine dernière, on a attendu plusieurs annonces du président de la SNCF qui dit qu'en clair, il va falloir réfléchir en termes d'emploi. Donc on sait très bien ce que ça veut dire chez nous, c'est-à-dire des suppressions de postes. On voit dans le même temps qu'on balance des milliards d'euros à Air France et Renault sans contrepartie d'ailleurs sociale et environnementale. C'est quoi votre regard là-dessus et votre sentiment par rapport à ces annonces qui apparaissent comme absolument scandaleuses? Après, comme tu l'as dit, il y a énormément de colère chez les cheminots et c'est pas dû au Covid-19. Hein. Je pense qu'on est victime d'un matraquage quand même assez permanent depuis plusieurs années maintenant, donc avec le gouvernement successif. Là, il ne faut pas oublier qu'on sortait quand même d'une grève sur la réforme des retraites. Bon, après, le président Farandou, il est arrivé à ce moment-là aussi. Bon, on lui a refilé le bébé, la patate chaude à ce moment-là aussi. Mais bon, la Libye, de toute façon, là, c'est le Covid, mais ça aurait été n'importe quoi d'autre. De toute façon, on sait très bien que. On sait qu'on n'est plus dans les petits papiers du gouvernement depuis longtemps. Hein. Le cheminot et surtout le statut du cheminot, on sait que c'est quelque chose qu'ils veulent éradiquer et le plus tôt sera le mieux pour eux, je pense. Après voilà, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est. Alors, on n'est pas du personnel hospitalier, attention, hein, on n'a pas été confronté à tout ça en direct, on n'était pas en première ligne, mais on a quand même ce sentiment d'avoir été
d'avoir dû aller au charbon quand même, puisqu'on y était. Donc, et c'est là qu'on voit qu'en fait, le service public, mais en général, c'est d'une importance nationale. Tout le monde en a besoin. Et là, ça en a été encore la preuve aujourd'hui. Et on ne peut pas faire sans. Et on peut essayer de l'enlever et faire tout ce qu'ils veulent dans leur logique libérale. Mais on va nulle part. On va au crash avec leur conneries, par parler comme ça. Mais et c'est pas possible de tenir comme ça. Et oui, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. Et même là, encore, rien qu'en fait d'en parler, ça me met en colère parce que cheminot, enfin bon, moi je le vois comme ça, mais c'est un métier, mais c'est aussi une conviction. C'est voilà, on rentre dans une famille, dans quelque chose, et l'entreprise, on l'aime, on la tient, et on y tient. Et c'est compliqué en fait. Et enfin voilà, je sais pas, j'ai pas trop les mots, mais après aider Renault, pourquoi pas la SNCF, mais on sait très bien que bon, comme je dis, la SNCF c'est plus dans les petits papiers. Et puis bon, ils ont clairement l'objectif de faire, je pense que comme on a pu voir dans toutes les entreprises qui étaient publiques avant, hein, les autoroutes, l'EDF, je pense qu'il y a de l'argent à se faire et il faut que les copains puissent placer des billes là pour récupérer des sous. Voilà, c'est tout. L'objectif, il est clairement là. Là, c'est mettre en avant le privé. De toute façon, on le vit depuis des années. On le sait, hein, les entreprises extérieures coûtent 3 fois plus cher en moyenne qu'un cheminot. Mais on fait quand même faire par les entreprises extérieures. Donc là, aujourd'hui, on ne veut pas nous aider. La Libye, pour supprimer du personnel, bon, bah, ils l'ont trouvé. De toute façon, ça aurait pas, comme je disais, ça n'aurait pas été celui-là, ça aurait été un autre. Et voilà, on sait très bien où ils veulent en venir. Donc, bah, ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire, parce que de toute façon, ils ont l'objectif, puis c'est pas nouveau. Je pense aussi que Macron, il en veut personnellement aux cheminots. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il avait jamais réussi à prendre un train à l'heure ou s'il a eu des problèmes. Je ne sais pas. Enfin bref. Mais ouais, c'est inquiétant. Pourquoi aller aider Renault? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des copains chez Renault. On l'a vu aussi avec les masques. Il y avait des réquisitions, mais pas pour Airbus ni pour Air France. Il y a plein de questions à se poser, plein de questions à se poser. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui se la poseront parce que dans 2 ans, il faudra repasser aux urnes et il faut que ça change, quoi, tout ça. Il faut que ça change. Et le service public, c'est indispensable à tout le monde. Je le dis bien, c'est indispensable à tout le monde. Justement, Mario, c'est important d'avoir aussi ton point de vue parce que c'est ça, on a demandé aux cheminots de faire des efforts. Fred l'a dit, de travailler sans toucher terre pendant plusieurs semaines. On leur a demandé de faire des concessions sur les jours de congé. Et la réponse qu'on apporte à la fin, c'est de dire qu'il faudra réduire du personnel. Oui, effectivement. Et c'est un travail qu'ils ont attaqué même avant Farandou. Pépi, il avait déjà attaqué ce travail. Et on a l'exemple, je vais revenir sur le fret. En 4 ans, il me semble, les effectifs fret ont été divisés par 3. Et aujourd'hui, on a vu pendant la crise du Covid que le fret a été vital en termes d'approvisionnement des régions. Et donc là, Farandou, on a l'impression qu'il se sert il se sert du Covid, c'est pas une impression, pour continuer à détruire les cheminots. Euh, Après, il s'est très bien équipé, Farandou. On a vu, il a pris Fanny Fariché, l'Allemand, Dolvec, ils ont même passé. Il y en a un qui a cassé les trains de nuit, l'autre qui a cassé le service public belge, enfin qui a tenté. Ils sont issus d'écoles de commerce, hein. C'est des financiers, hein. Et donc, on connaît leur but. Leur but, c'est privatiser, avoir des dividendes pour les actionnaire et non pas apporter des bénéfices au service public qui, aujourd'hui, peut-être, on n'aurait pas connu la crise des masques, parce que ça a été une crise. Il y a eu la crise du Covid-19, il y a eu la crise des protections, hein. Les masques en font partie, les lits dans les hôpitaux. Mais si toutes ces entreprises-là, Renault, Air France, étaient renationalisées et que leurs bénéfices allaient au service public, peut-être qu'on aurait plus de lits dans les hôpitaux, plus de personnel soignant, plus de masques, parce que les personnels soignants, il ne faut pas oublier, ils sont en fin de carrière, ils arrivent à faire plus de 2000 heures supplémentaires qui ne leur sont jamais dues. Et ça, c'est un scandale. Alors si on embauchait, ils travailleraient dans de meilleures conditions, parce que moins de fatigue, et peut-être qu'il y aurait moins de malades, et peut-être que aussi il y aurait moins de décès pendant la crise du coronavirus, si on avait eu plus de lits, plus de personnel. Donc voilà, moi, presque je suis pour les aider, mais à condition que leurs bénéfices servent l'État et servent le service public. C'est-à-dire qu'il va falloir rouvrir des lignes ferroviaires,
ragrandir, enfin, rouvrir des lits et plein de choses comme ça. Justement, ça va être quoi, et on va terminer sur cette question, ça va être quoi la suite et ça va être quoi les batailles à mener pour imposer d'autres choix? Parce qu'on voit bien qu'ils ne vont pas nous servir sur un plateau ce qu'on exige depuis des années, et que leur logiciel, même si Emmanuel Macron dit je vais me réinventer, on voit bien que les solutions qu'ils nous proposent, c'est les mêmes que celles d'hier. Donc c'est quoi les réponses? Même si on n'a pas toutes les clés en main, on a quand même quelques pistes de réflexion, je suppose. Ben, déjà, il ne faut pas oublier que depuis 2018 et la réforme du ferroviaire, les cheminots, comme le disait Fred, ils sont matraqués. Ils sont tout le temps, dès qu'il y a un rassemblement, c'est les cheminots. Enfin, voilà, depuis 2018, les cheminots, quand même, ils sont comment je pourrais dire, enfin, ils sont souvent en tête de cortège et souvent ouais, des matraqués. Et donc, on s'aperçoit que pour la réforme des retraites, le combat, il n'est toujours pas fini parce que ça commence à revenir sur la table. Et nous, les réponses qu'on voudrait apporter, ben, c'est qu'on a vu les conséquences de la réforme du ferroviaire. Ça a été fermeture de guichets, fermeture des petites lignes. À Midi-Pyrénées, on voit que la ligne Axe-les-Thermes, la Tour de Carole, ben, elle n'est pas prête de rouvrir. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un train de nuit qui partait de la Tour de Carole pour rejoindre Paris. Il y a le fret mais qui est abandonné à nouveau, encore une fois. Parce qu'on l'a vu l'an dernier, on s'était croisé d'ailleurs à Paris lors de rassemblements pour le Perpignan-Rungis. Là, pendant le Covid-19, le fret a été remis en avant et c'est fini. Depuis le 11 mai, on n'entend plus parler du fret. Il y a aussi les TGV sanitaires. Ils nous ont vendu les TGV sanitaires comme une merveille. Mais sauf qu'il ne faut pas oublier qu'en 2014, la SNCF a possédé des véhicules ambulances, des voitures ambulances. Et c'était des voitures qu'elle avait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, on voit que les réformes détruisent et nous, on dit un stop. Nous, on veut du maillage de territoire, on veut plus de poids lourds, on veut des guichets, des gares ouvertes en permanence. On veut la réinternalisation parce qu'on s'aperçoit que les entreprises privées, c'est très bien. Mais bon, on est tout le temps derrière eux, que ce soit à surveiller ou à reprendre leurs erreurs. Donc tout ça, c'est plus possible. Donc oui, il faut plus de cheminots. Et tu l'as très bien dit dans ta tribune du 4 mai, où tu as dit que Farandou se trompait totalement de ligne. Et c'est vrai. Moi, je pense qu'il n'a pas pris de bon GPS et c'est à nous, les cheminots, de le remettre sur le bon rail. Et c'est par la lutte qu'on va y arriver. Il faut surtout pas lâcher. Je suis persuadé qu'on va y arriver, ça, je suis sûr. C'est une conviction. Fred? Ouais, je rejoins Mario, enfin, forcément sur les services publics et même au-delà des cheminots. Le personnel hospitalier en grève depuis plus d'un an. Et voilà, c'est tombé. On a vu le résultat. Et, euh, et quand je vois ce qu'on entend, qu'on leur propose une médaille, mais ils n'ont rien compris. Et c'est ça qui met en colère aussi, parce qu'on est face à des gens qui ne comprennent rien, qui n'en ont rien à faire. Et le seul moyen, c'est d'aller dans la rue pour leur expliquer, parce qu'ils ne comprennent rien. Et là, la réforme des retraites, je pensais qu'on mobiliserait plus que ça, que les gens se réveilleraient, parce qu'on était tous touchés. Parce qu'encore une fois, on a été pointé du doigt en tant que cheminots comme étant des privilégiés, des nantis, pourquoi on travaille moins que les autres, mais on produit pareil que les autres. La production, la vraie richesse du pays, c'est les gens qui produisent. C'est pas les mecs qui sont au MEDEF à faire des réunions et à bouffer du caviar qui sont la richesse de ce pays. C'est pas vrai. C'est nous. Et quand les gens n'auront pas compris ça, on ne peut pas y arriver. Donc oui, il faut se battre, mais pour tous les services publics. La SNCF, évidemment. Tu parlais d'écologie. Et s'il y a bien une solution écologique dans un pays comme le nôtre, en plus, c'est bien le train quand même. Le fret, je ne dis pas de supprimer tous les routiers, c'est pas possible. Il en faut de toute façon. Mais on peut quand même trouver moyen de travailler ensemble. Une partie sur le rail, une partie sur la route. Le transport des gens pour aller travailler, pour aller à l'école, pour partir en voyage, c'est pareil. On a quand même moyen. Mais il faut redonner l'accès au train à tout le monde. On le voit. Ça fait des années qu'ils ferment toutes les gares, toutes les petites lignes pour mettre des bus. Et ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête. Franchement, remettons du train. En plus, c'est écolo. Ça sert à tout le monde. Et en plus, en étant un service public, ça peut être abordable pour tous. C'est ça qui est important. Que tout le monde y ait le droit.
on paye assez d'impôts quand même, merde. Où est-ce qu'il va le pognon? On le voit dans les hôpitaux. Aller aux urgences, on l'a vu encore. Enfin là, ça fait un an qu'ils crient. Et ça me fait encore plus mal pour eux. C'est impressionnant. Mais tous les services publics, c'est comme ça. L'EDF, tout a augmenté, tout, la poste, pour avoir un bureau ouvert, c'est compliqué. Enfin, tout. Il faut vraiment remettre le service public. Et forcément, ce sera dans les luttes. Si c'est pas dans les luttes, ce sera dans les urnes. Macron, il a dit qu'il y aura un virage. Il l'a dit à sa première allocution pour le Covid-19, qu'il y aurait une rupture. Voilà ce qu'il a dit. Mais si lui, parce que lui, il y a rupture, il n'aura pas avec Macron. Il ne changera jamais sa ligne de conduite. Et ses moutons derrière non plus. Mais nous, on va lui montrer qu'il peut y en avoir une de rupture. Mais la rupture, elle viendra de la rue. De ces gens-là qui pensent être au-dessus de tout le monde et qui n'en ont rien à faire de nos vies à nous. Eux, ils s'en foutent complet. Eux, ce qui les intéresse, c'est des copains, l'argent, le CAC 40, les actionnaires. Tout le reste, ils s'en tapent. Voilà. Merci pour cet échange et on peut compter sur vous pour continuer les luttes et défendre le service public et l'intérêt général. Ça marche. Moi, je voudrais juste rajouter un petit truc. C'est que la CGT Cheminots de Montauban, elle est au soutien d'Anthony Smith. C'est le camarade de CGT de la Directe. Et je pense que ces gens-là, en ce moment, les inspecteurs du travail, avec la casse des DP et CHSCT, ils ont une importance énorme dans le monde du travail, notamment pour les salariés. Et donc, la CGT Cheminots de Montauban apporte son soutien à Anthony Smith. Voilà. On lui passera le message et merci encore à vous. Merci à toi Thomas de nous avoir invités.